Donc, la suite, je dirais, de la journée va être plutôt consacrée à la partie software. On a vu ce matin, effectivement, toute la partie hardware et développement du hardware. Et l'idée était donc de dire, à côté du hardware, on va y revenir, tout le volet, je dirais, développement applicatif est un vrai sujet autour du quantique. Alors, on a vu ce matin, effectivement, avec le slide d'Olivier Ezrati, qu'on estime, c'est une estimation, que les machines parfaites, qu'on appelle FTQC ou LSQ, peu importe, l'horizon, c'est 2035-2040. Donc, en gros, on a une vingtaine d'années devant tout pour avoir, je dirais, des machines parfaites quantiques idéales. Aujourd'hui, comme précisé, on est dans un régime qu'on appelle NISQ, où on a des systèmes donc, de taille intermédiaire, d'où le ISQ, effectivement, mais qui ont toutes la même caractéristique, c'est qu'elles sont bruitées, noisy. Et le point important est de dire, en attendant quand même que les machines parfaites arrivent, il est quand même urgent de commencer à regarder la partie programmation. Parce que l'idée étant que si je vous amène à 14 heures une machine quantique parfaite, par exemple sur base de silicium, la question c'est comment une telle machine je l'utilise. Et quels sont les programmes qui pourraient utiliser ou exploiter une telle machine. Et donc il y a un gros volet autour du développement algorithmique, et c'est le sujet qu'a adopté, je dirais, Atos en 2017, avec l'introduction de la QLM. Donc Atos n'est pas du tout positionné sur la partie développement du qubit, comme on l'a vu ce matin, mais réellement dans la partie fournir l'ensemble des outils, des briques de base nécessaires à la programmation quantique, ce qu'on appelle donc l'émulateur QLM. Et donc l'objectif de cet après-midi est de vous montrer un petit peu quel est le saut, je dirais, au sens programmation, entre une programmation classique, que vous connaissez sans doute, et une algorithmie quantique. Alors, ça, on l'a un petit peu vu ce matin, effectivement, on sait que le quantique, en théorie, va apporter demain c'est 2035-2040, une puissance, je dirais, inégalable. On sait que idéalement, et là avec 3 niveaux de cote, avec, je dirais, une soixantaine de qubits parfaits, je peux avoir des systèmes qui ont des puissances de type exascale, donc très largement ou équivalent à des machines, effectivement, HPC traditionnelles. Avec une centaine de qubits, on aurait des puissances, je dirais, totalement inégalées, quelle que soit la technologie classique. Donc ça, c'est vrai sur papier. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a strictement aucune portabilité applicative entre une machine classique et une machine quantique. C'est-à-dire que ma machine quantique, quelle que soit la techno, que ce soit des spins de silicium, des photons, des ions piégés, des NV centers, l'algorithme quantique va m'imposer une programmation totalement spécifique. Et le point important, c'est qu'il y a strictement aucune portabilité applicative. Je ne peux pas dire, j'ai un code aujourd'hui qui tourne sur du HPC, je prends ce code, je me débrouille pour le compiler sur ma machine quantique, je le compile, peu importe, et du coup, je vais tirer gratuitement l'accès d'une performance quantique via une telle portabilité. Ça, très clairement, ça n'existe pas. Et le point de dessous est qu'aucune application classique ne pourra exploiter à ce jour une machine quantique. Donc, effectivement, le point important, c'est que toute l'algorithmie quantique doit être entièrement repensée. Il va y avoir, c'est le sujet de la suite, de dire qu'il faut repenser une algorithmie quantique. Et quand on dit repenser une algorithmie quantique, c'est réellement de reformuler dans le monde quantique, au sens superposition et application, des algorithmes classiquement connus. Donc c'est un peu tout l'objectif, je dirais, et l'enjeu de la partie programmation quantique. Alors, effectivement, ça aussi, ça a été donc rappelé ce matin. On sait que pour une machine quantique, il faut des bons qubits, effectivement, des très bons qubits. Et là aussi, quelle que soit la techno. Mais on sait aussi que ce n'est pas suffisant. Très clairement, nous, si je vous mets, il reste 100 000 ou 1 million de qubits à disposition ce soir, vous n'en ferez rien si vous n'avez pas la bonne application. Et donc, je vous ai mis ici dessous un petit peu au-delà du hardware, qu'est-ce qu'il faut pour tendre vers une algorithmie quantique. La première chose, effectivement, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas réellement d'applications connues, je dirais, qui sont capables d'exploiter une machine quantique. Donc ça, c'est la première chose. On va dire qu'il y a très peu d'algorithmes qui ont démontré mathématiquement que si j'ai une machine idéale, alors j'ai une telle accélération. Il y en a très peu. Et l'autre point est de dire, ayant identifié ce type de problème-là, comment je vais pouvoir les programmer, et on verra que la programmation quantique est sensiblement différente de ce que vous connaissez, et surtout, comment je vais pouvoir valider donc des nouvelles approches des ressources algorithmiques capables d'écouter ces machines-là. Et comme on l'a vu, effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère du NISQ, c'est-à-dire des machines de taille intermédiaire, et donc toute la question qui est comment je compile, comment je développe une application sur une machine NISQ, comment je l'exploite, comment je la compile, et ce qu'évoquait aussi ce matin Olivier, qui est, on sait que ces machines NISQ, elles sont bruitées, d'où le N du NISQ, et comment mon algorithme, quel qu'il soit,
doit être capable de prendre en compte le fait que mon hardware n'est pas parfait. Et donc là, il y a tout un sujet qui est ici aussi, qu'on rappelle ici, sur, Olivier en parlait un petit peu, sur l'erreur mitigation, qui veut dire on va développer donc de l'algorithme quantique sur un hardware dont on sait qu'il n'est pas parfait, et donc je vais intégrer dans mon code, dans mon application, l'ensemble des éléments qui vont permettre non pas de corriger les erreurs, mais de les mitiger, en gros d'améliorer finalement l'erreur, je dirais, sachant effectivement le comportement donné d'un type de programmation ou d'algorithme quantique. Enfin, au niveau application, on commence à voir fleurir, c'était évoqué, je pense notamment par Alistair, des premiers algorithmes, des premières méthodes qui vont être capables donc d'exploiter des machines quantiques, typiquement donc, des problèmes multivariationnels, et toute la partie donc pré- et post-traitement du quantique. Donc bref, retenez qu'il y a tout un champ, je dirais, de développement autour du développement, de l'identification de cas d'usage éligibles à une programmation de type quantique. Et donc pour ici, effectivement, c'est tout le sujet, et on va y revenir dans quelques instants, qui veut dire qu'il faut donc penser, réfléchir à des outils, des librairies, des interfaces qui vont permettre donc de faciliter cette progression autour du quantique. Alors, juste pour vous faire comprendre un petit peu, avant d'aller plus loin, pourquoi effectivement la progression est fondamentalement différente, c'est lié au fait que finalement, à gauche, j'ai mis une approche classique, que vous connaissez tous, effectivement, on est dans un modèle totalement déterministe, on sait déplacer des données, on sait les copier, on sait les comparer, on sait les stocker, bref, on sait faire plein de choses. On sait bien sûr aussi, on viendra lire des très gros volumes de données, donc ça c'est très bien, et finalement, tous les ordinateurs aujourd'hui, quels qu'ils soient, fonctionnent, je dirais, basés sur ce type de concept, de propriété au niveau algorithmique. Et point important, de nouveau, c'est toute la partie déplacement des données, lecture des données et stockage de données. Quand on passe dans le monde quantique, tout ça, je dirais, un peu s'effondre, si je puis me permettre. On n'est plus dans une approche déterministe, on est vraiment dans un monde totalement probabiliste, on va le dire. Vous savez évidemment que la mécanique quantique vous impose, vous ne pouvez pas, je dirais, lire, déplacer une donnée quantique par défaut, toute la théorie de la mesure et quantique, donc tout ça, c'est pas possible, donc on ne sait pas stocker une donnée quantique, et c'est un des problèmes, effectivement, et c'était donc le topo, ce matin de Willink, qui est que la cohérence quantique et perdurer une cohérence quantique. Et le dernier point est que, pour avoir une quelconque accélération quantique, il faut, je dirais, nativement être capable donc d'exploiter ces deux propriétés fondamentales de la mécanique quantique, que sont la superposition et l'implication, pour lequel il n'y a strictement aucune équivalence classique. Et ce qui veut dire qu'effectivement, la programmation du machine quantique ne peut pas être la simple, je dirais, conversion, entre guillemets, du classique vers le quantique, parce que ces choses-là n'existent pas en classique. Donc il n'y a pas de moyen de simuler, effectivement, un comportement quantique à partir d'une approche classique. Et donc, tout ça, on l'a un petit peu dit, effectivement, on n'aura pas d'accélération d'une application quantique, d'un code classique sur une machine quantique en ne faisant rien. Et le point important aussi, c'est que, alors le never, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, à court terme, il est tout à fait clair qu'on n'aura pas d'outil de conversion automatique où je prends mon application classique sur mon code HPC, je lui passe dans une moulinette et je me produis derrière un code, je dirais, compatible avec les machines quantiques. Et l'autre point, on va revenir à la fin aussi, c'est les machines quantiques ne seront jamais autonomes. Elles ont toujours besoin d'une frontale. Donc c'est tout le sujet de l'hybridation qui est de dire la coexistence entre une approche classique et une approche quantique. Et donc pour rajouter un petit peu à l'ensemble des difficultés qui sont ici, le mode d'hybridation est un sujet, ce qu'on va revenir, qui va vraiment rajouter une complexité algorithmique supplémentaire de coexistence entre un code classique et une accélération quantique. Alors, si on revient un petit peu aux algorithmes, par contre, la bonne nouvelle, c'est que, alors c'est vrai qu'on part de loin, c'est vrai qu'il n'y a pas, nativement, il y a peu d'applications dont on sait qu'elles ont une application connue. La première, vous savez que c'est Peter Shor, sur tout ce qui est effectivement cryptographie, donc il a décomposition d'un nombre en ses facteurs premiers, qui est le premier algorithme connu qui a mathématiquement démontré une accélération quantique si j'ai le bon hardware. Vous voyez qu'au départ, on n'avait pratiquement aucune application directe qui avait cette bonne caractéristique. La bonne nouvelle finalement, c'est que depuis maintenant une vingtaine d'années, le nombre d'algorithmes, je dirais, qui sont capables d'exploiter les machines quantiques croît. Et je vous invite à regarder ce site qui s'appelle le Quantum Zoo, qui recense l'ensemble des applications connues qui ont des applications, je dirais, qui ont potentiellement la capacité à être accélérées par des machines quantiques. Et la bonne nouvelle, comme vous voyez, c'est qu'on voit de plus en plus
un nombre important d'applications qui ont, ce que je dis souvent, la bonne signature pour être éligible au quantique. C'est-à-dire que si j'ai un bon programme qui a la bonne tête, si je me permettre, et la bonne machine, donc les deux et, alors je peux espérer une accélération quantique. Et donc la bonne nouvelle, c'est que finalement, et on y reviendra, il y a de plus en plus d'applications, des schémas numériques qui sont éligibles à ce type d'accélération quantique. Alors, point important, effectivement, c'est que, ça a été, je crois, dit ce matin, c'est que toutes les applications classiques ne sont pas accélérées par des machines quantiques. Alors, il y a des schémas d'application très spécifiques, tous les problèmes de type qu'on voit ici, NP, NP complet, que sont des problèmes qui ont la bonne signature, je dirais, mathématique, qui donc permettraient d'être accélérés au quantique. Parce qu'il est tout à fait illusoire de penser que n'importe quelle application classique sera accélérée par une machine quantique. Typiquement, si vous voulez faire 1 plus 1 égale 2, eh bien, vous avez plutôt utiliser une machine classique qu'une machine quantique. D'une part, la programmation sera plus simple, et surtout, vous n'aurez strictement aucune accélération à faire une addition. Parce qu'une addition, par nature, n'a pas le schéma numérique vous permettant d'être accéléré. Et donc, ce que je veux montrer ici, c'est que finalement, il y a des problèmes qui sont traités classiquement et qui sont encore demain traités classiquement, parce que ces problèmes-là n'ont pas de raison d'être accélérés sur des machines quantiques. Il y a des problèmes, effectivement, qui sont par contre inatteignables à des machines quantiques, dont on sait effectivement que si on a le bon schéma numérique, alors on peut espérer des accélérations. Et ce qui est intéressant, on va y revenir, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de domaines d'application, en chimie, en finance, dans le spatial, où certains types de problèmes de machine learning, d'optimisation, des problèmes, je dirais, donc, de logistique, sont des problèmes qui ont potentiellement cette caractéristique d'être accélérés par des machines quantiques. Et c'est ça, je dirais, la bonne nouvelle par rapport à mon slide précédent, qui est que, il y a 10 ans, au départ, on avait un peu la tendance de penser que les machines quantiques ne seraient performantes que dans des régimes très spécifiques et essentiellement pour le monde, je dirais, recherche universitaire. C'est pas le cas. On voit que le monde du quantique s'ouvre de plus en plus et que de plus en plus d'industries, on va y revenir dans quelques instants, sont potentiellement capables, éligibles à être accélérées par des machines quantiques quand elles seront disponibles. Et précisément, je dirais, on commence à voir aujourd'hui un peu à regrouper, je dirais, des classes de problèmes, et là aussi c'est assez générique, qui sont des problèmes pour lesquels on a déjà donc, des premières intuitions sur le fait que tel ou tel domaine, tel ou tel problème sera accéléré par le quantique. Donc typiquement, évidemment, on se doute bien, tous les problèmes de maths, de physique, de chimie, finalement tous les problèmes in fine qui vont traiter donc, des problèmes microscopiques, puisque la nature par défaut, je dirais, a ce comportement quantique, tout le monde, dirait, de la science un peu fondamentale, qui a un comportement quantique, devrait être accéléré par du quantique. Donc effectivement, tous les problèmes de chimie, on va dire, sont des problèmes qui sont naturellement éligibles au quantique. On va trouver aussi de plus en plus donc, de problèmes où, in fine, pour faire simple, le problème va se réduire, va se résoudre, si je peux me permettre, à la résolution d'un système d'équation linéaire. Ces problèmes-là ont, là aussi, des bonnes raisons, je dirais, d'être accélérés par le quantique. Et ici, je vous ai mis quelques domaines, je dirais, en finance, en classification, machine learning, des problèmes typiquement plutôt genre CMD, tout ce qui est mécanique des fluides. Il y a des algorithmes qui existent aujourd'hui où on sait que ces problèmes-là, potentiellement, auront une accélération quantique. Et puis il y a tous les problèmes dans la logistique, ce qu'on appelle les go-to-markets, effectivement, de logistique, de manufacturing, de tout ce qui est effectivement approvisionnement au sein d'une usine, tout ce qui est typiquement le placement d'antennes, je dirais, pour optimiser un schéma numérique. Tous ces problèmes-là, qui, in fine, se résolvent, je dirais, à la mode d'optimisation. Donc, j'ai un problème et je cherche l'optimal de mon problème, sont des problèmes qui sont naturellement éligibles au quantique. Et puis, effectivement, on commence à voir de plus en plus d'applications du quantique dans la partie machine learning, avec non pas la partie data, mais la partie algorithmique, je dirais, sous-tendue au machine learning, typiquement la partie réseau de neurones. Donc ça, finalement, c'est un peu la bonne nouvelle, je dirais, que le spectre d'application du quantique s'ouvre de plus en plus à beaucoup d'industries. Et précisément, donc il y a un recensement qui est en train d'être fait, où l'idée est de dire, par industrie, en manufacturing, en chimie, en finance, dans le spatial, dans l'aéronautique, quels sont les problèmes qui ont cette signature et on voit à nouveau que tous ces problèmes-là, qui sont en train d'être avancés, qui aujourd'hui ont encore des formulations qui sont très basiques, je dirais, hein, sont des problèmes qui, potentiellement, sont éligibles au quantique. Et on a parlé ce matin aussi donc, du hackathon
qui a eu lieu ce week-end, où on voit des industriels dont Thales qui est ici, dont EDF, dont Schlumberger, dont EDF, qui sont des problèmes dans ces différentes industries. Tu te dis, j'ai ce problème-là. Aujourd'hui, ce problème-là, il est complexe à traiter de façon classique. Existerait-il une formulation quantique? C'était un peu le sens du hackathon auquel certains d'entre nous ont participé. Et le point intéressant est de montrer que, on l'évoquait ce matin, c'est que beaucoup d'industriels commencent à prendre conscience du fait que même si le hardware quantique n'est pas prêt, et ne sera pas prêt, je dirais, à 2 ou 3 ans, il y a quand même un vrai sujet sur l'identification du cas d'usage et commencer à formuler ces cas d'usage dans une approche de type quantique. Donc on va se retenir que de plus en plus des règles d'application possibles du quantique dans différentes industries. Alors, qu'est-ce que fait, je dirais, précisément donc, Atos sur le sujet? Nous, vous l'avez compris, Atos, on n'est pas du tout dans le développement de qubits, on n'est pas du tout dans la partie de hardware du quantique. Et le point d'Atos par rapport à mon premier slide, de dire le quantique, c'est relativement moyen long terme. Notre objectif, c'est de fournir à l'ensemble de nos partenaires une brique de base, qui est cette QLM, qui va vous fournir l'ensemble des outils logiciels permettant de programmer une machine quantique. Donc, sans être trop dans les détails, l'idée, effectivement, c'est que vous allez programmer une machine quantique. Et cette programmation se veut agnostique à l'ensemble des technologies qubits qu'on a vu ce matin. Vous avez vu qu'il y a des photons, des ions piégés, donc des strips de silicium, des centers. Et c'est qu'aujourd'hui, toutes les applications ont une vraie dépendance au hardware. Et ça serait pour beaucoup de clients, je dis, je ne peux pas avoir un code pour A, un code pour B, un code pour C, A, B, C, étant différents fournisseurs de technologies quantiques. Et donc, effectivement, l'approche de la chose, c'est de dire, on fournit une plateforme la plus universelle possible, qui va vous permettre donc de développer votre application sur la QLM, et derrière, donc, de soumettre à l'ensemble des hardware technologiques qu'on a vu ce matin, une application développée sur QLM. Et je demande pour ceux qui demain seraient intéressés par commencer à regarder ça, retenez que Atos a un partenariat avec OVH, et qu'une telle machine sera donc disponible dans le cloud dans les semaines et mois à venir, précisément pour commencer donc des premières phases d'expérimentation, de simulation, d'émulation quantique au travers de OVH. Et juste et là aussi, je ne vais pas préciser, mais vous l'avez vu, compris que la programmation quantique est quand même fondamentalement différente de la programmation classique. Et donc, dans cette QLM, au-delà du hardware classique, effectivement, ce que l'on fournit, c'est un ensemble de briques de base, et je ne vais pas le détailler, qui vont vous permettre ici, essentiellement, de programmer. Et on verra que la programmation quantique, ce n'est pas du C, ce n'est pas du C++, c'est un assembleur qu'on appelle Accusam, qui est un assembleur quantique qui vous permet de manipuler donc, les portes quantiques. Et au-dessus de ça, Atos développe différentes briques de base qui vont, on dirait, simplifier, pour une part, la programmation quantique, mais quand je dis simplifier, on reste quand même dans des couches relativement basses, malheureusement, à ce point. Et une fois que j'ai programmé mon code, et validé, comme on fait classiquement, on va chercher à l'optimiser, à prendre en compte l'ensemble des différents hardware qu'on a vu ce matin. Et donc il y a différents modules qui ont la capacité de dire, je veux tourner sur des supraconducteurs, sur des ions piégés, et quelle est la dépendance que mon code aura par rapport à ce hardware-là. Et donc, dans ces modules-là, vous allez trouver l'ensemble des outils permettant de mapper un code générique à un hardware donné, typiquement ceux qu'on a évoqués ce matin. Et le dernier point, c'est toute la partie bruit, parce que le bruit, c'est un vrai sujet, donc le hardware est vraiment bruité. Ma QLM étant parfaite, parce que c'est une machine classique, effectivement, il est tout à fait clair que si je veux mitiger les erreurs en bon français, je dois être capable donc d'intégrer dans mon code créé ici l'ensemble des caractéristiques hardware des différents fournisseurs et l'intégrer dans mon code. Et donc pour ce faire, dans la QLM, il y a un ensemble d'éléments, et je ne vais pas trop les détailler ici, qui vont vous permettre donc d'adapter un code idéal développé sur QLM pour un hardware donné, pour prendre en compte précisément les caractéristiques hardware au sens, si je tourne sur des supras ou sur des ions piégés, je n'ai pas les mêmes caractéristiques au sens qubit, et point additionnel, je n'ai pas les mêmes topologies d'interconnexion entre les types de qubits. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui sont pris en compte dans la partie QLM. Donc retenez que finalement, vous trouvez dans QLM l'ensemble des outils nécessaires à programmation, optimisation et adaptation d'un code à un hardware donné. Okay. Et pour ceux qui voudraient commencer, je dirais, à s'intéresser au sujet, donc là c'est un petit peu la vision, je dirais, macroscopique de ce que fait Atos. Donc à cette QLM, qui vous l'avez compris, peut accéder, adresser n'importe quel type de hardware, quelles que soient les technologies qubits qu'on a vues ce matin, je développe sur QLM et je peux
en théorie, adapter, je dirais, mon code à n'importe quoi. Et pour commencer, c'est un point intéressant, ce qu'on a largement utilisé à nouveau pendant le hackathon ce week-end, c'est un ensemble qui s'appelle MyQLM, qui est téléchargeable gratuitement sur le cloud. Vous récupérez l'ensemble du package MyQLM, vous l'installez localement sur votre ordinateur, vous transformez ainsi votre ordinateur en émulateur quantique, vous permettant de commencer à développer, tester, valider une approche quantique, et après, pourquoi pas, soumettre, je dirais, votre application sur une QLM, ou alors, pourquoi pas, à terme, sur du vrai hardware quantique. Et donc ça, c'est un bon point, je dirais, pour commencer la partie de programmation quantique, de dire, ben, je vais commencer à me faire la main, je dirais, via MyQLM, et ça, il vous suffit, entre guillemets, de le récupérer sur Internet et de le télécharger, et vous trouverez une bonne partie des outils que je présentais, vous permettant de commencer effectivement la partie développement et programmation autour du code. Donc, qu'est-ce que fait plus précisément, je dirais, Atos par rapport au slide précédent? Vous avez bien vu que Atos, je dirais, l'idée, c'est de dire, je simule sur QLM et j'envoie, je dirais, sur n'importe quel type d'hardware. Donc, à ce titre-là, effectivement, l'idée pour Atos, c'est de dire, on va avoir un couplage fort entre la QLM et le hardware disponible. Donc, en gros, eh ben, exactement comme dans les années précédentes, il y a eu donc des GPU qui sont des accélérateurs de machines classiques. Il y a aujourd'hui donc des QPU, je dirais, qui seront des accélérateurs de machines quantiques. Donc en gros, j'ai ma machine classique, effectivement, et avec certains modules, certains algorithmes de mon algorithme classique vont être accélérés par, effectivement, des machines quantiques. Et donc là, on va voir dans quelques instants, Atos, je dirais, est en train donc, de nouer un très grand nombre de partenariats avec différents partenaires, les fameux, en bon français, les QPU makers, sont ceux qui fabriquent du hardware quantique, pour dire en gros, je vais intégrer dans la QLM l'ensemble des caractéristiques de tel fournisseur, de Pascal, Candela et d'autres. Et quand je voudrais soumettre mon application développée sur QLM vers une machine quantique, et bien en gros, ce sera le plus transparent possible. Et on va voir dans quelques instants, dans le cadre du plan quantique, et GNC en parlera, il y a beaucoup d'activités actuellement autour de cette hybridation classique quantique en VR. Et un nouveau point important, effectivement, c'est que dans l'approche, je dirais, QLM, on ne présage pas de quel est le bon hardware. Est-ce que c'est des Supra, des ions privilégiés, donc des spiles de silicium? En gros, on développe de façon générique sur QLM, et ensuite, je peux nativement soumettre sur un petit peu n'importe quoi. Alors, juste un point après, quand on parlait d'hybridation, effectivement, il y a peu de quantique. Donc voilà, ça, pour vous les reconnaître, effectivement, quand je l'ai, ça, c'est une transformée de Fourier sur 5 qubits. Vous les reconnaître, il y a un côté un peu indigeste, quand même. Donc vous parlez quand même du fait que la programmation quantique était sensiblement différente. Voilà un code quantique. Et ce code quantique, il réalise une transformée de Fourier quantique sur 5 qubits. D'accord? Et donc vous voyez bien qu'on n'est pas dans un code C, c'est pas du C++, c'est pas du Java, c'est, et je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui, on va dire unitairement appliquer à des qubits des portes quantiques. Ces portes quantiques ont plus ou moins des opérateurs de la mécanique quantique, et nativement, je crée ce qu'on appelle un circuit quantique. Mais, ayant dit ça, il y a quand même un petit peu indigeste à ça. Et donc, très clairement, la question, c'est comment demain, les clients finaux vont utiliser ces machines quantiques. Parce qu'effectivement, programmer ça, ça ne se fait pas de façon triviale. Et donc, un des grands sujets autour de l'hybridation, c'est que aujourd'hui, imaginons que vous avez un code classique qui est écrit en C ou en Fortran. Si vous voulez aujourd'hui invoquer une transformée de Fourier, il vous suffit de l'invoquer par un code FFT, et donc je vais réaliser, avec les bonnes données qui vont bien, une transformée de Fourier. Et donc ça, tous les codes, je dirais, de Frost, Navarre, HPC le font très bien. Et demain, ce qu'on peut imaginer, et que quand on aura justement, on va redire, dans l'initiative portée par Gensi HPI, qui est quand demain, on aura une hybridation entre des calculateurs HPC et différents QPU, quels que soient effectivement les QPU. Et je pense que Sabine aura l'occasion d'y revenir. L'idée de dire, demain, effectivement, mon code aujourd'hui qui fait 100 000 lignes, par exemple, qui fait tel ou tel problème, comment effectivement on pourra intégrer dans ce code-là le fait que si je tourne purement HPC, eh ben, je vais invoquer une transformée de Fourier classique, très bien. Et idéalement, si j'ai la possibilité d'avoir un QPU, d'être accéléré par du quantique, alors je vais invoquer une QFT, qui serait une transformée de Fourier quantique, qui serait l'équivalent de ça, mais de façon entièrement cachée par des librairies. Et donc ça, c'est un des sujets qui va être adressé
dans le cadre de HQI, qui veut dire, dans l'hybridation classique quantique, il y a deux volets. Il y a le volet hardware, comment physiquement les machines elles sont interconnectées. Donc il y a tout un sujet au niveau de la partie hardware d'interconnexion. Mais un des gros sujets, c'est toute la partie algorithmique, parce que sur les centres de calcul, comme il y a hébergé dans GenSim, il y a des centaines de codes qui sont aujourd'hui en C, en C++, en Fortran. Et comment ces codes-là, on devra les remodifier pour être capable, donc d'exploiter à la fois le cœur d'application qui est cette machine HPC et puis l'accélérateur quantique. Et donc là, il y a un gros travail, d'où l'importance effectivement d'anticiper ça, parce que même si on a vu ce matin que le hardware n'est pas prêt dans les 6 mois à venir, ça c'est très clair, ce mouvement-là est compliqué. Vous avez vu que écrire ça, c'est pas totalement trivial. Donc il y a vraiment un besoin d'expertise relativement en amont. Et donc de dire que même si le quantique, on est quand même dans une échelle de temps, on dirait moyen terme, il est tout à fait urgent, dès à présent, de s'intéresser à ce type de programmation. Pardon, de programmation. Là, oui. Dans cette programmation, précisément, pour être capable donc d'adapter des codes, des algorithmes, des librairies classiques aujourd'hui à des machines quantiques. Et pour finir, je pense que ça tombe bien. Voilà. Pour finir, retenez que, et ça c'est un point intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus donc, de programmes européens autour du quantique. Et j'ai vu ce stade parce qu'effectivement, on retrouve quand même des gros acteurs, je dirais des EDF, des HSBC, donc dans différents domaines, des Total Energy, qui sont donc des industriels qui se disent ok, j'ai bien compris que le quantique, c'est pas du court terme, mais inversement, j'ai aussi bien compris que l'algorithme quantique est compliqué, que le passage à l'échelle est relativement compliqué, d'où l'importance, très rapidement, dès à présent, de commencer à réfléchir à l'algorithme quantique, à l'implémentation de code quantique, pour demain être prêt quand Maud nous aura fait donc cette machine parfaite avec des spies de silicium. C'est comme ça ce matin, effectivement, avec les boîtes 2, quand on a cette machine-là, comment l'exploiter à partir de vrai code. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai un peu fait le timing sur la partie programmation et algorithme quantique. Merci Olivier.